Jiangquan. Et le suaire de Tène est une seule et même pièce. Pendant plus de 600 ans, les scientifiques ont qualifié le suaire de Turin de faux médiéval. La datation au carbone 14 de 1988 semblait le prouver une fois pour toutes. Mais en 2022, quelque chose a tout changé. Une nouvelle technologie d'IA a examiné le tissu d'une manière que personne n'avait essayé auparavant. Ce qu'elle a trouvé a envoyé des ondes de choc dans le monde scientifique. Les résultats n'ont pas seulement remis en question les anciens tests, ils ont complètement inversé la chronologie. Et maintenant, la même IA qui a révélé cette vérité fait autre chose. Quelque chose qui inquiète profondément les chefs religieux. En 1354, un chevalier français nommé Geoffroy de Charny apporta un long tissu de lin à une petite église de Liray, en France. Il a dit que ce n'était pas une simple relique, mais le suaire même qui avait recouvert Jésus-Christ après sa crucifixion. Le tissu mesurait environ 4,3 de long et 1,2 de large, et il montrait une faible image jaunâtre d'un homme, de face et de dos. Les gens étaient stupéfaits. Certains sont tombés à genoux, d'autres en ont douté dès le début, parce que dans l'Europe médiévale, les reliques étaient partout. Des fragments de la vraie croix, des ossements de saints et des objets sacrés inondaient. Les églises, dont beaucoup étaient manifestement de faux vendus à des fins lucratives. Ainsi, lorsque ce suaire est apparu avec un corps grandeur nature mystérieusement imprimé sur le tissu, le débat a commencé immédiatement. Les cuisses, et cela jetterait tout le poids du corps sur les poignets. En 1339, ce débat a explosé. L'évêque de Troyes, Pierre d'Arcis, en avait assez. Il a écrit une plainte officielle au pape Clément VII, disant que le suaire était un faux et qu'un artiste avait même avoué l'avoir peint. Il a accusé les ecclésiastiques de Liray de le montrer aux pèlerins uniquement pour gagner de l'argent, tout en sachant en privé que c'était une fraude. Le pape ne l'a pas qualifié d'authentique, mais il ne l'a pas interdit non plus. Il a permis qu'il soit exposé comme une icône, pas une relique, quelque chose pour inspirer la foi, pas pour prouver l'histoire. Mais même cela n'a pas pu arrêter la fascination. En 1453, la puissante maison de Savoie acheta le suaire et le transféra dans sa chapelle à Chambéry. Puis vint le désastre. Chunk 2. Par une nuit glaciale en 1532, un incendie se déclara dans la chapelle. L'argent fondu du reliquaire dégoulina sur le tissu plié, brûlant plusieurs couches. Le tissu a survécu, mais il était gravement marqué. Les marques de brûlures symétriques et les taches d'eau sont encore visibles aujourd'hui. En 1578, les Savoie le déplacèrent à nouveau, cette fois à Turin, en Italie, où il resta pendant des centaines d'années. En 1983, Umberto II, le dernier roi d'Italie et propriétaire final du suaire, le légua au Vatican dans son testament. Mais même lui n'a jamais affirmé qu'il était réel. Il l'a transmis sans obliger l'Église catholique à le déclarer officiellement authentique. Et ainsi, l'Église l'a gardé dans ce que certains appellent une sainte suspension, ni confirmant ni niant, lui permettant de rester un symbole de la souffrance du Christ tout en ne le déclarant jamais authentique. Certains moments du voyage du suaire sont presque trop étranges pour être crus. En 1418, pendant le chaos de la guerre de Cent Ans, la petite fille de Geoffroy de Charny, Marguerite, prit le suaire et refusa de le rendre. Elle a fait une tournée avec, le montrant pour de l'argent et l'a finalement vendu aux Savoie en échange de 2 châteaux. Elle fut excommuniée pour cela. Encore plus troublante est une théorie des années 1300 qui affirmait qu'un vrai corps crucifié avait peut-être été utilisé pour créer l'image. Une rumeur disait même que c'était Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, qui avait été torturé en 1307 d'une manière qui imitait les blessures du Christ. Certains croient que son corps a peut-être été enveloppé dans un tissu, brûlé et brisé, pour laisser derrière lui la figure étrange que nous voyons encore aujourd'hui. Que cette histoire soit vraie ou non, elle montre jusqu'où les gens auraient pu aller, soit par dévotion, soit par tromperie, pour créer quelque chose qui touchait le divin. Des siècles plus tard, le mystère s'est approfondi.
En 1898, un photographe italien nommé Secondo Pia a pris les premières photos officielles du suaire. Ce qu'il a vu sur les négatifs a fait trembler ses mains. La faible image sur le tissu est soudainement devenue claire, montrant le visage et le corps d'un homme avec des détails obsédants. Il avait l'air tridimensionnel, presque comme une sculpture éclairée de l'intérieur. Cela a tout changé. Les scientifiques ont commencé à analyser l'image à l'aide d'outils modernes. Dans les années 1970, des ordinateurs ont révélé que l'obscurité de chaque partie de l'image correspondait à la distance entre le tissu et un corps hypothétique, ce qui signifie que le tissu avait d'une manière ou d'une autre capturé des informations de profondeur. Ce n'était pas qu'un simple dessin, il encodait la forme. Puis vinrent les blessures. Les chercheurs ont compté plus de 100 marques qui ressemblaient exactement à des blessures de flagellation. Lésions en forme d'haltères compatibles avec des fouets romains qui avaient des boules de métal sur les pointes. Elles sont apparues sur le dos, la poitrine et les jambes, tout comme les récits évangéliques de Jésus étant flagellé. Junk 3. Sous la lumière ultraviolette, ces marques brillaient même avec le même motif de halo que laisse le sérum séché, de la même manière que le vrai sang lorsqu'il coagule et fuit. Le visage de l'homme avait l'air meurtri, avec une joue enflée et ce qui semblait être un nez cassé. Ces caractéristiques étaient invisibles à l'œil nu en lumière normale, mais la caméra et les ordinateurs ont vu ce qu'aucun peintre des années 1300 n'aurait jamais pu voir. Même les sceptiques ont admis que c'était un chef-d'œuvre si c'était un faux. Un historien a dit célèbrement « Si c'est une contrefaçon sanglante et brillante. » Image photographique, à mon avis, intacte par la main, non faite par l'homme, car elle ne ressemblait pas seulement à un homme. Il ressemblait à un homme qui avait souffert d'une manière qui correspondait au récit de la crucifixion avec des détails douloureux et précis. Et il a préservé ces signes dans un médium si étrange que même avec toute la science que nous y avons jetée, le suaire refuse d'abandonner son secret. Pendant des siècles, le suaire est resté silencieux, caché derrière le verre et la légende. Mais tout a changé en 1978. Cette année-là, une équipe de scientifiques du monde entier s'est rendue à Turin. Chimistes, physiciens, experts légistes. Ils s'appelaient le Shroud of Turin Research Project ou STUISERP. Pendant 5 jours complets, ils ont effectué tous les tests auxquels ils pouvaient penser sans endommager le lin. Ils l'ont radiographié, scanné avec une lumière ultraviolette, ont prélevé des échantillons de fibres et l'ont examiné au microscope. Leurs découvertes ont choqué même les sceptiques. En 1941, ils ont finalement publié leur rapport. Ils ont déclaré que l'image sur le tissu n'était pas peinte, ni dessinée, ni teinte, pas de pigments, pas de coups de pinceau, pas d'agents liants, comme on en trouverait dans la peinture. Ce qu'ils ont trouvé à la place était quelque chose de beaucoup plus étrange. Les fibres elles-mêmes étaient brûlées, selon un motif qui ressemblait à un homme. Mais ils ne pouvaient pas expliquer comment. Ils ont proposé des théories. Peut-être était-ce une réaction chimique, peut-être une sorte de radiation. Mais aucun d'eux ne pouvait expliquer pleinement comment une image tridimensionnelle s'est retrouvée brûlée dans du lin ancien avec autant de détails. C'était du vrai sang aussi. Des taches de sang s'alignaient sur les blessures du corps, des poignets, du côté, des pieds, du front. Ce n'étaient pas seulement des éclaboussures aléatoires. C'était logique anatomiquement. Tout correspondait à l'histoire d'une crucifixion. L'un des scientifiques l'a même dit clairement. Junk 4. Le suaire est un mystère. Mais ensuite est arrivé 1948. Un petit morceau du suaire a été coupé et envoyé à 3 laboratoires différents, Oxford, Zurich et Arizona. Ils allaient le dater au carbone 14, le test que tout le monde attendait. Si le suaire était réel, le tissu remonterait à l'époque du Christ. Si ce n'était pas le cas, alors des siècles de croyances s'effondreraient. Les laboratoires ont terminé leur travail. En 1989, les résultats ont été publiés dans la revue Nature.
Ils ont dit que le tissu avait été fabriqué entre 1260 et 1090 après J.C. C'est médiéval, pas ancien, pas de Jérusalem. Et juste comme ça, la plupart des scientifiques ont déclaré l'affaire close. Les journaux du monde entier ont crié que le suaire était un canular. Un brillant, peut-être, mais toujours un faux. Et pourtant, tout le monde n'a pas accepté cette conclusion. Il y avait des problèmes. Les statisticiens ont remarqué que les 3 laboratoires avaient obtenu des dates étrangement différentes. Cela ne devrait pas arriver. Lorsque les données brutes ont finalement été publiées, elles ont montré quelque chose d'étrange. Une extrémité de la bande testée a donné une date plus ancienne que l'autre extrémité. Cela ne devrait pas arriver non plus. Si le tissu datait de la même période, chaque petit morceau devrait être testé de la même manière. Cela suggérait que l'échantillon pourrait être un mélange de fils anciens et nouveaux. Il s'avère que la zone d'où ils ont coupé l'échantillon n'était pas n'importe quelle partie du suaire. C'était un coin qui avait été endommagé dans un incendie en 532. Cet endroit avait été réparé. Les experts soupçonnaient que des religieuses avaient retissé ce coin avec du fil plus récent des siècles après la première fabrication du suaire. 2 chercheurs, Joe Marino et Sue Benford, ont soutenu que les tisserands de la Renaissance pouvaient retisser invisiblement du lin ancien avec du coton plus récent, puis le teindre pour qu'il corresponde. Cela expliquerait pourquoi la datation au carbone 14 est ressortie plus jeune que prévu. Puis, en 2005, Ray Rogers, qui avait fait partie de l'équipe initiale du STURP et avait d'abord rejeté la théorie du retissage, a obtenu de nouveaux échantillons de fils du même coin. Chunk 5. Au microscope, il a vu exactement ce que Marino et Benford avaient affirmé. Des fils de coton enduits de teinture, un matériau plus récent entrelacé avec du lin ancien. Et surtout, c'était complètement différent du reste du tissu. Si les laboratoires avaient testé ce patch réparé, la date qu'ils auraient trouvée ne nous dirait rien sur l'âge réel du suaire. Rogers est arrivé à une conclusion choquante. La datation au carbone 14 n'était pas valide. Ils n'avaient pas mandaté le suaire. Ils avaient daté une réparation médiévale. Pourtant, beaucoup dans le monde scientifique étaient sceptiques, mais les questions ne se sont pas arrêtées. En 2017, une requête juridique a forcé les chercheurs au Royaume-Uni à publier toutes les données brutes de datation au carbone 14. En 2019, une nouvelle analyse statistique a confirmé les soupçons antérieurs. Les données étaient incohérentes. Elles n'étaient pas fiables et cela signifiait que la porte du mystère était à nouveau ouverte. D'autres indices avaient déjà commencé à s'accumuler. Dans les années 1970, un criminologue suisse nommé Max Frey avait pressé du ruban adhésif sur le suaire et avait recueilli de minuscules particules. Après sa mort, des botanistes ont continué son travail. À la fin des années 1990, ils avaient identifié 58 types de pollen différents, pas seulement de France ou d'Italie. Beaucoup provenaient du Moyen-Orient, des plantes que l'on ne trouve qu'à Jérusalem, dans la mer Mortée et au Sinaï. L'un d'eux, Zygopilum dumosum, ne pousse qu'en Israël, en Jordanie et dans certaines parties de l'Égypte. Son pollen et même de faibles traces de sa fleur ont été trouvées sur le suaire. Bien sûr, les critiques ont fait valoir que le pollen peut voyager, peut coller aux vêtements ou aux conteneurs, mais le modèle était trop spécifique. Ce n'était pas qu'un ou 2 grains étrangers, c'était une grande variété, toutes pointant vers la même région, l'ancienne Judée. Et il y avait d'autres découvertes étranges. En 1995, un médecin nommé Alan Wanganger a utilisé un logiciel d'amélioration d'image pour étudier le suaire. Il a affirmé voir de faibles contours de fleurs, voire des motifs de pièces de monnaie près des yeux. Il a dit que les marques ressemblaient à des pièces de monnaie romaines de l'époque de Ponce Pilate. Tout le monde n'y a pas cru. Certains pensaient que c'était de l'imagination ou un artefact, mais l'idée est restée. Chunk 6. Le suaire pourrait porter des traces de son long voyage. Puis, 2002, le suaire a été professionnellement restauré. Les bords endommagés ont été coupés, les anciens patchs retirés, le tissu de support remplacé.
Cela a donné aux scientifiques accès à de nouvelles parties du lin. Ils ont remarqué quelque chose de frappant. Les taches de sang sur le tissu n'avaient pas l'air aléatoires. Elles suivaient les lois de la gravité, de l'anatomie et du traumatisme. Le sang avait coulé des poignets vers le bas des bras. Il s'était accumulé dans le bas du dos. Il y avait des marques de perforation aux poignets et aux pieds, exactement où les clous auraient été enfoncés. Et encore plus intriguant, les pouces n'étaient pas visibles. Dans les crucifixions romaines, les clous enfoncés à travers les poignets peuvent endommager le nerf médian, faisant se contracter les pouces. C'est que montre le suaire, et c'est quelque chose qu'aucun artiste médiéval n'aurait probablement connu. En 2005, un médecin légiste italien, le Dr Pierluigi Baima Bologna, a publié une étude complète. Il a conclu que les blessures étaient compatibles avec un homme qui avait été crucifié, les bras tendus, le corps tendu, le sang coulant comme il le ferait d'une telle mort. L'image ne correspondait pas à l'art populaire de Jésus du Moyen Âge. Elle correspondait à ce que la médecine moderne et l'archéologie savent de l'exécution romaine. En 2022, quelque chose d'inattendu s'est produit qui a ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur le suaire de Turenne. Un groupe de scientifiques italiens, dirigé par le Dr Liberato De Caro, a décidé d'ignorer les anciennes méthodes et d'essayer quelque chose de complètement différent. Au lieu d'utiliser la datation au carbone 14 comme le test de 1948, ils ont utilisé une méthode qui n'existait même pas à l'époque. Elle s'appelait la diffusion de rayons X à grand angle. Elle n'examinait pas la désintégration radioactive. Elle examinait la structure des fibres elles-mêmes, comment les rayons X rebondissaient sur les couches internes du lin, comment le temps avait remodelé le matériau en profondeur. Et cela a tout changé. Ces chercheurs ne se contentaient pas de deviner. Chunk 7. Ils ont construit une courbe, une chronologie basée sur des tissus anciens dont les âges étaient déjà connus. Ils ont utilisé de vrais échantillons de vrais siècles, y compris des tissus de l'époque romaine, comme le siège de Massada en 73 après J.C. Ensuite, ils ont prélevé 8 échantillons microscopiques du suaire, à peine visibles à l'œil nu. Ce qu'ils ont vu les a laissés stupéfaits. Les motifs correspondaient à ceux que l'on trouve dans le lin du 1er siècle, pas des années 1200, pas des années 1300, mais quelque part autour de 574 après J.C. Cela seul a suffi à attirer l'attention des gens parce que ce n'était pas seulement vieux. C'était l'époque de Jésus. La fourchette chevauchait les décennies même, où beaucoup croyaient que la crucifixion avait eu lieu. Soudain, l'idée que le suaire était un faux médiéval ne semblait plus si certaine. Et il y avait autre chose. Ces échantillons n'ont pas été prélevés au même coin que ceux utilisés en 1988. Cette partie du tissu avait toujours été controversée. Certains pensaient qu'elle avait été réparée au Moyen Âge, ce qui aurait faussé les résultats. Mais cette fois, les fils provenaient de zones plus propres. Pas de teinture, pas de coton, juste du lin d'origine. Cela signifiait que les lectures étaient plus susceptibles de refléter l'âge réel du tissu lui-même, et non une section réparée des siècles plus tard. Pourtant, il y avait des questions. La diffusion de rayons X à grand angle n'est pas aussi largement connue que la datation au carbone 14. Elle repose sur la mesure de la façon dont les fibres vieillissent dans des conditions normales. L'équipe a supposé que le tissu avait passé la plupart de sa vie dans des endroits qui n'étaient ni trop chauds ni trop humides, principalement des églises et des reliquaires en Europe, souvent dans des espaces frais et secs. Il avait même survécu à des incendies et à de la fumée. Et depuis 1998, il est scellé dans un boîtier climatisé rempli de gaz argon à environ 19 ou 20 degrés C. Cela était important, car si le tissu avait été stocké dans un endroit plus chaud ou plus humide, il aurait pu vieillir plus rapidement. Mais les chercheurs ont fait valoir que leurs hypothèses étaient réalistes. Ils avaient examiné l'histoire de stockage réel du suaire. Ils en avaient tenu compte. Le docteur De Caro a déclaré que les résultats étaient pas pleinement compatibles avec l'idée que le suaire avait 2000 ans.
Il a même déclaré que la datation au carbone 14 de 1988 était probablement erronée et que l'échantillon qu'ils avaient utilisé n'était pas représentatif. Dans les interviews, il ne s'est pas retenu. Chunk 8. Il a appelé à une nouvelle série de tests au radiocarbone, cette fois en utilisant plusieurs échantillons provenant de différentes parties du tissu, pas seulement d'un coin. Il voulait voir si les résultats s'aligneraient sur les données de la diffusion de rayons X à grand angle. Si c'était le cas, ce serait une preuve solide. Sinon, le débat se poursuivrait. Les gens ont réagi de différentes manières. Certains l'ont considéré comme une preuve, d'autres ont été plus prudents. La diffusion de rayons X à grand angle était encore nouvelle. L'équipe n'a testé que quelques fils et certains scientifiques ont averti que des éléments comme les bactéries ou les dommages passés pourraient fausser les résultats. D'autres ont souligné que toutes les méthodes de datation comportent un certain niveau d'incertitude. Même la datation au carbone 14 a une marge d'erreur. Mais les chercheurs étaient confiants. Ils avaient testé des échantillons connus. Ils avaient utilisé du lin provenant d'événements historiques vérifiés. Les lectures du suaire ne se situaient pas seulement dans la fourchette ancienne. Elles se distinguaient du tissu médiéval. Les tissus plus anciens avaient une cristallinité plus élevée. Plus de dégradation, plus de temps s'était écoulé. C'est ce que le suaire a montré aussi. Lorsque l'étude a été publiée dans la revue Heritage en 2022, elle n'a pas explosé immédiatement. Mais en 2023 et 2024, les gens ont commencé à le remarquer. Elle a circulé dans les actualités scientifiques, les sites web chrétiens, les revues historiques. Certains l'ont considéré comme un tournant, d'autres l'ont qualifié de simple théorie. Mais les faits étaient là. Les tests étaient réels. Les résultats ont été enregistrés et, pour la première fois depuis des décennies, le débat a changé, alors que les scientifiques essayaient encore de comprendre comment l'image sur le suaire de Turin avait même été créée en premier lieu. Un autre groupe a adopté une approche très différente. Chunk 9. Au lieu de résoudre le mystère, ils ont essayé de le réimaginer en utilisant des outils modernes. En 2023 et 2024, les outils d'intelligence artificielle comme Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion sont devenus incroyablement puissants. Ainsi, les chercheurs sur le suaire et les artistes curieux ont eu une idée. Et s'ils pouvaient se demander à l'IA de montrer le vrai visage derrière le suaire, à quoi ressemblerait Jésus si vous transformiez cette image fanée en un être humain réaliste? En avril 2024, le Daily Express au Royaume-Uni a fait exactement cela. Ils ont utilisé Midjourney pour générer un visage humain basé sur des images haute résolution du suaire. Ils ont peut-être ajouté aussi des descriptions, comme la couronne d'épines, les ecchymoses, les cheveux. Le résultat était étrange et obsédant. Il ressemblait à un homme d'une trentaine d'années, avec de longs cheveux ondulés jusqu'aux épaules, une barbe pleine et une paire d'yeux fatigués et tristes. Le visage n'a pas été généré au hasard. Vous pouviez en fait voir ce qui ressemblait à de petites coupures sur la joue, un gonflement autour du nez, et même les faibles blessures de perforation sur le front. Ce sont des détails copiés directement du suaire. Les marques de fouet, les traînées de sang, les signes de souffrance. Pour beaucoup de gens, on avait l'impression que le suaire avait enfin été transformé en une personne réelle. Le journal a appelé cette image le vrai visage de Jésus. Ils n'ont pas été subtils à ce sujet. Avec de nouvelles études affirmant que le tissu remontait vraiment à l'époque de Jésus, cette création de l'IA est soudainement apparue plus qu'une simple conjecture. Et bientôt, d'autres se sont lancés. Le Sun, un autre journal britannique, a utilisé GenCraft AI pour créer sa propre version. Leur Jésus avait les yeux noisettes et un regard doux et usé, comme quelqu'un qui avait traversé toute une vie de douleur. Il y avait des poches claires sous les yeux, une expression douce. L'article l'a même appelé le visage d'un sauveur épuisé. Certaines versions de l'image montraient également des vêtements, bien que beaucoup aient soutenu que c'était une erreur.
L'homme dans le suaire avait été enterré nu. Ajouter des robes ou des tuniques, disait Sonnetil, le transformait en fantaisie. Puis les choses sont allées encore plus loin. Sur YouTube et TikTok, les créateurs ont commencé à animer le visage. Ils ont pris l'image fixe et l'ont fait revivre en ajoutant des yeux clignotants, de petits mouvements et de doux mouvements de tête. Dans un clip viral, le visage parlait réellement. Chunk, 10. Il récitait le Notre Père en araméen. Cette vidéo particulière provenait d'une chaîne espagnole et après avoir été partagée par le journal Mara, elle a accumulé des millions de vues en quelques jours seulement. Les gens ne pouvaient pas détourner le regard. Certains l'ont qualifié de magnifique. D'autres ont dit que cela semblait faux. Certains ont même utilisé le mot blasphématoire parce que même si ce n'était qu'une animation de l'IA, on avait l'impression que Jésus était de nouveau vivant et parlait. Partout sur les médias sociaux, ces images se sont répandues avec des légendes comme « Voici à quoi ressemblait vraiment Jésus » et l'IA donne vie au suaire. Le Hindustan Times a qualifié les images de l'un des aperçus les plus convaincants du visage possible de Jésus parce qu'elles étaient basées directement sur ce que beaucoup croient être son véritable linceul funéraire. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Comment l'IA prend-elle une image poussiéreuse et la transforme-t-elle en un visage humain? Le suaire donne une image claire de face d'un homme. C'est plat et faible, mais il a des contours. Vous pouvez voir la taille du visage, la forme de la barbe, même le nez. C'est suffisant pour que l'IA commence à combler les lacunes. Ces générateurs d'images ont été formés sur des milliards de photos, dont beaucoup sont des œuvres d'art religieuses ou d'anciennes peintures de Jésus. Lorsque vous injectez le suaire dans le système, l'IA mélange ces modèles avec ce qu'elle sait des visages. Elle devine à quoi ressemblerait une peau saine. Elle ajoute de la lumière. Elle construit la profondeur. Le résultat n'est pas aléatoire. C'est un mélange de logique, de données et d'imagination. Encore une autre tournure. L'équipe du Daily Express a déclaré qu'elle n'avait pas seulement utilisé une image plate. Ils ont ajouté des données 3D provenant du suaire. C'est parce que le tissu contient en fait de faibles indices sur la distance. Si vous le scannez de la bonne façon, vous pouvez mesurer les parties surélevées du visage, comme le nez et les pommettes. L'IA a également utilisé cela. C'est ainsi que l'animation s'est retrouvée avec une joue enflée d'un côté et un nez tordu, qui correspondaient tous deux aux ecchymoses et aux blessures sur le suaire réel. Ces minuscules toits à touches ont rendu l'image plus réelle. Pour les personnes qui étudient le suaire depuis des années, cela ne ressemblait pas à une conjecture aléatoire. Chunk 11. Cela semblait étrangement précis. L'IA est devenue comme un artiste numérique, nettoyant les parties floues, affûtant les lignes et comblant les lacunes avec de la couleur. Elle a pris les tons sépia du tissu et les a remplacés par une peau chaude de couleur olive. Les taches de sang sont devenues rouge vif. Les cheveux sont devenus un brun doux. Et dans certaines versions, les blessures sur le corps ont même suivi la logique de la gravité. Le sang a coulé vers le bas dans la direction où il aurait coulé si un homme était suspendu à une croix. Ce n'était ça. Pas seulement de jolies images. Elles ont été étudiées, éditées, traitées et conçues pour correspondre au suaire détail pour détail. Certaines personnes étaient excitées de voir ce que l'IA pouvait faire avec d'anciennes reliques. Mais tout le monde n'était pas ravi. En fait, pour de nombreux chrétiens, au moment où ces visages de Jésus générés par l'IA ont commencé à se répandre, on avait l'impression qu'une ligne rouge avait été franchie. Pas seulement parce que l'image était fausse ou étrange, mais parce qu'elle touchait quelque chose de sacré. Le suaire de Turin, si vous y croyez, n'est pas qu'un simple tissu. C'est un miracle. Les gens l'appellent « non fait par des mains humaines » depuis des siècles. Il est mystérieux exprès. Son pouvoir réside dans ce qu'il n'explique pas. Mais maintenant, l'IA arrive avec ses conjectures confiantes et crache un portrait en couleur. Soudain, le sacré devient ordinaire. Le mystère devient des pixels et c'est là que la peur commence.
En 2015, le pape François a averti que nous commencions à traiter la technologie comme un faux Dieu, pas comme un outil, mais comme quelque chose que nous adorons. Maintenant, nous avons l'IA qui transforme des reliques saintes en animation, en voix off, voire en avatar parlant. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de respect, il s'agit de confusion. Lorsqu'un modèle informatique crée une image de Jésus et que les gens commencent à la prier ou, pire, à la traiter comme Jésus lui-même, quelque chose change. Ce n'est plus de l'art, c'est de l'imitation déguisée en présence. L'une des voix les plus célèbres de l'Église moderne, l'évêque Robert Barron, a essayé d'expliquer la ligne. Chunk 12. Il dit « Oui, la technologie peut vous aider à en apprendre davantage sur Dieu. Elle peut rassembler les gens, mais elle ne devrait jamais remplacer votre relation avec Dieu parce qu'une relation signifie effort. Cela signifie révérence. Et rien de tout cela n'existe à l'intérieur d'un réseau neuronal. Aucune prière n'a façonné ce visage de l'IA. Aucun amour n'a formé ce modèle. Il a été construit avec des données, pas avec la dévotion. Puis, les choses sont devenues plus bizarres. Les gens ne voulaient pas seulement une image de Jésus, ils voulaient lui parler. Alors, les développeurs ont créé des chatbots. Il y a une application appelée Text with Jesus. Vous l'ouvrez, vous tapez un message, et une IA prétendant être Jésus répond. Elle cite l'Écriture, elle vous réconforte, elle pardonne même vos péchés. Et c'est à ce moment-là que les alarmes ont vraiment sonné. Un testeur a tapé une confession. L'IA Jésus a répondu « Tes péchés sont pardonnés, mon enfant, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. » Et dans de nombreuses traditions chrétiennes, le pardon doit être accordé par un sacrement par un prêtre. Donc, si un chatbot dit « Tu es pardonné », les gens pourraient le croire. Mais ils auraient tort. Ils ne seraient pas seulement induits en erreur. Ils seraient spirituellement induits en erreur.